Yaël Créplac et Natalia Lavallée se sont successivement rendus aux Archives nationales. Alors, le projet de recherche datait, je crois, de 2018. Yaël, tu me corrigeras éventuellement, mais c'est un projet de recherche qu'on a monté avec mon collègue Yann Potin, qui est également présent aujourd'hui, qui a été soutenu par le LABEX. Pardon, excusez-moi, qui a changé de nom, Patrima, voilà. Ça a changé de nom plusieurs fois. C'est-à-dire que maintenant, en fait, c'est la Fondation des sciences du patrimoine. Voilà, plus un LABEX, c'est une fondation. Voilà. Ce projet de recherche qu'on a appelé collectivement en accord avec Yaël d'abord, puis Natalia qui a pris la suite, Écopat pour écologie des collections patrimoniales, s'inscrit dans la suite de travaux de recherche que Yaël menait déjà dans le monde des musées, où elle avait commencé à décortiquer très très finement les pratiques de conservation dans ce type d'institution. Et il nous avait semblé intéressant de voir comment dans l'institution des Archives nationales, ce même regard pouvait être également agissant. Yaël est arrivée chez nous et a vécu la vie d'un agent des Archives nationales dans notre département dans lequel nous œuvrons, Yann et moi, le département éducation, culture et affaires sociales. Elle a vécu la vie d'un agent, elle faisait partie de l'équipe. Notre chef de service lui envoyait les mêmes messages qu'à tout le monde, etc. Elle venait aux réunions, elle nous accompagnait en magasin, elle a également assisté à des réunions interdépartements, donc elle s'est vraiment promenée dans toute l'institution. Et Natalia a ensuite pris la suite en procédant de la même façon. Voilà. Donc c'était tout naturellement qu'on souhaitait les faire parler aujourd'hui en binôme. Les circonstances que l'on connaît font que finalement c'était plus simple pour Yaël d'intervenir à une seule voix puisqu'elle ne pouvait pas se réunir physiquement ensemble. Mais il s'agit quand même d'un travail qu'elles ont mené ensemble. Mais Yaël nous en dira plus, donc je crois qu'il est temps de lui laisser la parole maintenant. Merci. Oui, merci. Alors, j'ai une question qui est pas très claire dans mon esprit, mais j'ai trouvé très intéressant ce que tu as dit sur la question du collectif, de la fabrication du dossier dans le musée par le collectif et la visibilité du collectif dans le dossier. Et cette question du collectif, elle est aussi très très présente en archives et souvent très très mal comprise par les gens qui connaissent pas les archives. Alors, je parle à peine de ceux qui disent l'archive au singulier, qui est donc une expression totalement inentendable pour nous, parce que justement, les archives sont plurielles à tout point de vue pour nous, puisque un document d'archive s'entend forcément en relation avec d'autres documents avec lesquels il est en relation organique. Lequel document est pris dans un dossier, le dossier est lui-même en lien avec d'autres dossiers, et les dossiers sont en lien avec un fonds qui est lui-même en lien avec d'autres fonds, etc. Nécessairement, on retrouve donc, nativement cette question du collectif dans les dossiers d'archives tels qu'ils sont produits, puisque dans un dossier d'archives, a priori, il y a toujours des documents qui sont de différentes provenances et que même sur un seul document, on voit des traces d'écriture souvent de plusieurs personnes et des traces d'enregistrement d'autres administrations, etc., plusieurs couleurs, marquage de couleurs sur un document, etc. Donc à tous les niveaux, disons, macro, micro, le collectif est à l'œuvre. Mais je me demandais dans quelle mesure tu avais perçu éventuellement ou pas la façon dont nous-mêmes, archivistes, nous étions individuellement ou collectivement un collectif, c'est-à-dire est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y avait une personnalité spécifique d'archiviste à l'œuvre est-ce que c'est une affaire de personnalité, le classement? Est-ce que c'est plutôt une affaire d'application de normes collectives, de régulation collective? Comment tu as l'impression qu'on agit ou qu'on est
nous-mêmes agi en tant qu'archivistes, voilà, dans notre propre travail, face au collectif qu'on est en train de gérer. Voilà, ma question est assez floue, mais disons que ton propos m'a voilà, donné à penser. Non, c'est pas si flou, et c'est intéressant. C'est sûr que, bon, si Nathalie avait été là, je pense qu'elle aurait aussi pu réagir sur ce point. Mais c'est vrai que, c'est pour ça que j'évoquais le fait que nous, ce qui nous a frappé, c'est le caractère très normé de la pratique dans le monde des archives. Hein. Voilà, vous avez un ensemble de règles communes qui sont partagées par tous. Vraiment, toutes ces manières de faire sont accessibles. Tous les agents, j'ai l'impression, connaissent, disons, la chaîne, la façon dont les choses se passent. Et en même temps, de l'autre côté, à chaque fois qu'on a assisté, Natalia comme moi, à des activités, il y avait toujours une introduction qui était « Oui, mais moi, je fais à ma façon, je fais différemment. Je ne suis pas exactement la règle, le classement. Moi, je fais ça comme ça, c'est ma manière de faire. » Et c'est aussi quelque chose qu'on a remarqué au-delà même de la remarque liminaire qu'on pouvait entendre quand on commençait une observation. C'est vrai qu'on le voit aussi que quand on a vu des agents qui reconnaissaient que telle autre personne était passée avant eux sur tel fond ou sur telle boîte d'archives ou telle DIMAP parce qu'ils reconnaissaient des manières de faire qui les singularisaient en fait. Non, je sais pas, ça peut être la façon de plier un dossier ou de mettre un trombone ou pas, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ça renvoie, ça soulève, c'est vraiment en lien avec ce que tu viens de dire. D'un côté, il y a une entité collective et de l'autre, c'est des individus qui, en fait, l'accomplissent en permanence avec la singularité de leur façon de faire aussi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est comment vous vous rendez, dans le monde des archives, ce qu'on a bien vu, Natalia comme moi, vous rendez visible dans les façons même dont vous travaillez, la façon dont vous prenez en compte cette tension entre d'un côté le collectif et de l'autre vos pratiques individuelles. Et en fait, c'est visible. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que la question du rapport à la norme, elle est complètement intégrée et complètement problématisée de façon réflexive en fait dans les pratiques qui sont les vôtres. Et ça, c'est un aspect qui nous a vraiment beaucoup intéressés. Après, la façon dont tu as redéplié la dimension collective qu'est-ce que ça veut dire pour un document d'archive d'être collectif, je te la reprendrai bien volontiers parce que c'est vrai que pour nous, pour moi en tout cas, venant du monde des musées où bon, effectivement les œuvres sont travaillées de façon collective par tout un ensemble d'acteurs, c'est un fait. Mais c'est vrai qu'aux archives, c'est un peu au carré, quoi. C'est multiplié. Voilà. Et ça, c'est des aspects qui sont vraiment intéressants de prendre en compte à la fois la multiplicité d'envisager cette épaisseur, disons, des différents types de collectifs qui façonnent les archives telles qu'on y a accès ensuite quand on veut les consulter, etc. Et l'idée du projet, ce serait dans les publications qu'on va préparer, c'est vraiment d'essayer de rendre compte en fait de tout le monde qu'il y a derrière la moindre boîte d'archives ou même la moindre pièce en fait à laquelle on peut avoir accès en salle de lecture. Ce serait vraiment la direction, disons, qu'on voudrait donner à la restitution de ces observations. C'est Yann qui lève la main, c'est ça ? Yann a levé la main. Ok. Oui, toujours sans caméra. Non, en fait, bon, évidemment, c'est plus pour lancer, pour alimenter le débat, mais il faut que Bérénice parle encore, donc on ne va pas... Ouais. Mais non, ce qui me semble important aussi dans ton expérience, c'est justement et qui reboot un peu aussi à ce qu'on a entendu avec Anna tout à l'heure, c'est-à-dire au fond, dans cette socio-histoire des professions, qu'elles soient plurielles ou non, il est évident que, d'ailleurs ça t'est dit pendant longtemps, que et des questions de genre et des questions de méthode et d'identification des cultures professionnelles se jouent entre documentalistes et archivistes. C'est un truisme de le dire, mais on passe parfois maintenant facilement de l'un à l'autre. Enfin, parfois, je ne sais pas d'ailleurs. Mais là, sur la question des dossiers d'œuvres, évidemment, c'est tout à fait intéressant parce que c'est l'archive impossible. Là, je fais exprès de dire l'archive au singulier, ou les archives impossibles parce que justement, c'est très facile ethnométhodologiquement de montrer comment, et Édouard, je pense, ne contredira pas, comment une partie du travail de documentation consiste à ne pas rendre ces dossiers archivables, sous-entendu transférables dans un autre lieu, que là où ils sont et où ils agissent, non pas seulement en tant que source, comme tu croyais qu'ils pouvaient l'être au départ,
mais en tant que véritablement acteur du processus de conservation, enfin même plus qu'acteur. On peut même dire qu'il y a un chamanisme des dossiers d'œuvre. Enfin, je veux dire, les dossiers d'œuvre sont en voûte, contiennent une partie des œuvres, contiennent une partie du secret des œuvres, à commencer par leur prix, etc., etc. Donc voilà. Et comment là, pour le coup, la culture professionnelle, qu'on va comme documentaliste ou je ne sais pas, peut faire très facilement, par des manipulations matérielles ou des non-manipulations, que ces dossiers restent ouverts ad vitam aeternam et que donc on puisse résister à toute forme de transformation de l'objet en document d'archives potentiel, c'est-à-dire quelque chose qui change de fonction par rapport à son milieu d'origine, pour garder un vocabulaire un peu éco-patrimonial. Voilà, je dis juste ça, c'est pas tant une question plutôt qu'un prolongement, mais c'est aussi une forme de question, parce que du coup, ton propre parcours recoupe ça, c'est-à-dire le fait que, oui, ces dossiers d'œuvres du Centre Pompidou, vraisemblablement, ils ne seront jamais archivés, en tout cas, tant que le Centre Pompidou est ouvert. Évidemment, quand il fermera, et encore, c'est pas sûr, parce que ces collections seront certainement récupérées par un autre ou d'autres entités, etc., etc. Et à ce moment-là, on se partagera les dossiers d'œuvres comme on se partage dans une curée la viande après une chasse. Voilà, tout ça selon des principes chamaniques évidents. Et fétichistes, bien sûr. Voilà, c'était juste pour dire qu'il y a aussi non seulement des formes de complémentarité, mais aussi véritablement de concurrence dans ces cultures professionnelles donc c'est pour ça que quand on prend au sérieux les méthodes et les bricolages, qui semblent être que des variations latérales d'une même norme, peut, quand on change d'échelle, avoir des incidences très très fortes. Voilà, et c'est tout. Bah, oui, je suis d'accord avec toi, bien sûr, sur ces différentes questions. Voilà, c'est vrai que c'est aussi pour ça que arriver aux archives, pour moi, ça a été très intéressant. C'est parce que ce que j'ai trouvé vraiment passionnant à regarder, c'est cette recherche de la publicisation en fait, des documents. C'est tout le travail que vous faites, il consiste à rendre public en fait ces fonds et à trouver les moyens qui trouvent leur public aussi, quoi. Voilà, à faciliter cette mise en relation. Et c'est vrai que c'est une logique qui du coup est tout à fait différente de celle de la gestion des dossiers d'œuvres, parce que ce que le musée cherche à rendre public, c'est pas les dossiers, mais c'est les œuvres en fait. Et donc il y a un envers, voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'est là où c'est intéressant, je pense, d'avoir des perspectives comparées entre différents types d'institutions patrimoniales, parce que l'objectif partagé, c'est de rendre public, et en même temps, on s'y prend de façon tout à fait différente, parce que ce qu'on a à rendre public, c'est pas la même chose. Et puis, c'est des économies institutionnelles qui fonctionnent aussi très différemment. Donc, c'était intéressant. C'est vrai que avoir eu un pied dans ces deux mondes pendant un moment comme ça a été ça a aussi permis peut-être pour moi d'avoir cette distance et par rapport à chacun des mondes en fait, pour mieux en comprendre aussi les modes de fonctionnement. Céline d'abord. Oui, bonjour. Écoutez, merci infiniment. J'ai trouvé tout à fait passionnant. Simplement pour vous dire que ça me donne envie d'une étude ethnométhodologique appliquée à la sphère des producteurs d'archives dans les administrations. Alors ça serait vraiment génial, ça c'est sûr. En tout cas, moi, ça ouvre des champs et des perspectives tout à fait passionnantes sur le rapport au document et le document comme objet d'étude. Donc voilà, je veux simplement vous remercier et vous demander si vous pourrez partager votre support, parce que je n'ai pas réussi à noter toutes les références, oui, et notamment la toute dernière référence en lien avec la sociologie que vous évoquiez dans le rapport entre archives, travail en archives et travail en sciences humaines et sociales. Oui, bien sûr, je le partagerai. Merci. Merci. C'est sûr que ce serait une nouvelle étape de cette enquête, c'est d'aller en amont, en fait, d'aller chez les producteurs d'archives, comme ça pourrait aussi être intéressant d'aller chez les producteurs d'œuvres d'art d'ailleurs, hein, mais c'est de remonter d'accès public plus à la production. C'est une bonne piste, ça m'intéresserait de le faire en tout cas. Vous m'enverrez le support et je le mettrai sur le site Nouveau Paradigme de l'Archive, comme ça vous pourrez le trouver facilement. Très bien. Édouard Vasseur.
à lever la main. Et s'il ne profite pas, je vais prendre la parole. Pardon, je n'avais pas vu que mon micro était encore muet. Le resteur École des Chartes. Oui, et ancien responsable de la mission des archives du ministère de la Culture, donc j'ai plutôt plusieurs réactions par rapport à votre propos que j'ai trouvé fort intéressant également. Je viens d'être traité par votre dernier producteur, mais le musée est le producteur. Oui, oui. Dans un cas particulier où justement il y a une gestion très particulière du dossier, et vous auriez été dans un autre musée, vous auriez eu une vision complètement différente, parce que le dossier d'œuvre, c'est certainement le cœur du fonctionnement du musée, encore que ça mériterait d'être plus largement étudié, parce qu'il n'y a pas deux musées qui traitent les dossiers d'œuvre de la même manière. Ça a été, en termes de construction professionnelle, pour rebondir par rapport à notre communication, je crois que ça serait intéressant de voir, parce que c'est aussi très révélateur de la professionnalisation de la documentation au sein des musées. Et il y aurait bien des choses à en dire sur le sujet. Après, je voulais rebondir sur deux aspects. Déjà, la notion de dossier d'œuvre pour les archives. Je dirais que la gestion des archives, il y a quand même, alors Yann, je parle sous le contrôle d'Yann, mais il y aurait bien des choses aussi à en dire. Et notamment l'éclatement des informations qui relèvent du traitement des archives, voilà, notamment dans le secteur national. Il y aurait bien des choses à étudier aussi. Et dernier point par rapport à justement cet intérêt qu'il y aurait par rapport aux producteurs, moi je vous signale la thèse qui a été soutenue l'année dernière de Magali Moisan, qui est maîtresse de conférence à Angers, sur les épidémiologistes et les généticiens, avec justement toute une étude qu'elle fait de la gestion de la manière dont les généalogistes et épidémiologistes traitent les archives et leurs archives. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses de ce qu'elle a dit dans vos propos. Elle s'appelle Magali Moisan, M-O-Y-S-A-N. Merci. Je regarderai ça avec intérêt. Ok. Mais oui, pardon, je ne veux pas être trop longue, mais ce que vous venez de dire sur la question de la standardisation des manières de faire, c'est vrai que c'est un enjeu majeur. Enfin, j'ai travaillé sur le centre Pompidou, donc comme je l'ai dit, pas uniquement sur la question de la documentation, donc j'ai aussi passé beaucoup de temps avec les restaurateurs, les conservateurs, les attachés, enfin voilà, donc c'est vrai que j'ai une vue comparative à l'intérieur du centre, mais pas forcément de la documentation entre différents musées, mais c'est sûr que il y a vraiment, voilà, le fait que, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de... et c'est un contraste assez fort avec les archives, la standardisation des pratiques. D'un côté, on a un monde très standardisé, en tout cas voilà, conçu comme tel, et de l'autre, un monde qui revendique aussi beaucoup des pratiques singulières, mais c'est aussi... Voilà, c'est vrai que cette tension entre la norme et le cas singulier, c'est un vrai enjeu, et vous me suggérez de la remettre un peu, de m'y remettre un peu dessus, et donc voilà, merci de cette remarque. Oui, non. J'ai appuyé. Oui, non, mais si, parce que Édouard m'a tendu une perche, comme je lui en ai tendu une. Oui, en effet, toute la question, justement, c'est le fait que dans les services d'archives, et à fortiori les archives nationales, les fonds, justement, ne sont globalement pas considérés comme des œuvres, et que, en effet, en fait, on peinerait à trouver l'équivalent du dossier d'œuvre dans les archives des archives, où on le trouverait de manière tellement éclatée selon les périodes que, après, selon les méthodes de traitement des archives, en fonction des différentes phases de la normalisation, c'est que paradoxalement, la normalisation, elle peut aussi produire, la normalisation du processus, elle peut aussi produire de collecte, etc. Elle peut aussi produire finalement un saucissonnage, comme tu l'as, ou une dispersion de l'information. Et c'est exactement en effet le cas si comme tu le sais, voilà, que ce qu'on prenne un service moderne de traitement de versement comme Fontainebleau, eh bien, les dossiers d'entrée vont pas être tout à fait des dossiers de fond, etc., etc. À l'inverse, dès qu'on est dans des logiques plus, en apparence, plus
moins gestionnaires ou plus conservatoires, les différents services vont générer des dossiers et quelque part, finalement, dans mon expérience, c'est souvent les papiers des agents, les papiers personnels des agents, en l'occurrence des conservateurs, que globalement on ne conserve pas ou qui ne se conservent pas, non pas qu'on les jette, mais qui sont, disons, démembrés au gré des gestions successives, qui peuvent être cet équivalent autour d'un fonds. Typiquement, voilà, combien de fois on peut retrouver, quand quelqu'un part à la retraite, autour d'un fonds, toute une documentation qui serait l'équivalent de ce qu'on peut trouver dans un dossier d'œuvre, des références précieuses, des connexions précieuses, mais qui vont être dispersées, voire même, comme c'est des photocopies, comme c'est voilà, etc., donc, mais en effet, je pense que là, il y a aussi une réflexion sur la nature normalisatrice du système archivistique, et le fait que, par exemple, bien entendu, une partie de ce qui pourrait constituer la base du dossier de fond, c'est-à-dire documenter l'origine du fonds, et notamment par rapport au producteur, ne se trouve pas, en tout cas très souvent, dans le service d'archives définitif, ou en tout cas s'y trouve de manière fantomatique. Et moi, en tout cas, dans les demandes de recherche que j'ai en interne, mes collègues, bien souvent, les informations qu'on me demande ne concernent pas l'histoire du dossier ou du fonds à l'intérieur de la machine archivistique AN, mais plutôt à l'amont. Et là, à ce moment-là, en fait, c'est voilà, c'est les documents d'archives des différents services depuis le service producteur qui documenteraient qui sont en cause, et que bien souvent là aussi on n'a pas on ne sait pas exactement comment les tracer. Voilà, mais après effectivement on retrouve aussi des logiques tout à fait intéressantes. Le fait que ce soit, je prendrai qu'un seul exemple, ce soit évidemment dans des archives de type comptabilité ou qui ont parfois été forcément échantillonnées, que des informations qualitatives peuvent se trouver. Je pense notamment pour tout ce qui concerne l'histoire de la restauration. En ce moment, on a une thèse aux Archives nationales d'une de nos collègues restauratrices, Lucie Mauzy, sur l'histoire de l'atelier de restauration. Enfin non, pas vraiment sur l'histoire institutionnelle de l'atelier de restauration, mais sur les pratiques de la restauration. C'est évident que, en fait, les informations qui sont pour elle les plus précieuses sont souvent des choses qui ont été totalement échantillonnées dans l'histoire de l'archivage interne au sein des Archives nationales. Les bordereaux de commande et autres choses de cet ordre-là, dans lesquelles il pouvait y avoir des fiches d'État qui, en fait, ont disparu très largement ou ont été échantillonnées. Donc, voilà, par exemple, on a réussi à remettre la main sur quelque chose qui avait échappé à une destruction au début du siècle, et un ensemble de fiches. Bon, ça c'est que sur 10 ans, mais voilà, ce sera encore plus d'analyse sur... voilà, alors quand on se met à imaginer ce que si on les avait tous, évidemment, et c'était effectivement dans le plan de classement interne des AB, c'était pas du tout, évidemment, là où on pourrait s'y attendre si on était selon une logique de pertinence, selon une logique de contenu, et non pas sur une logique de processus administratif de la manière dont l'institution organisé. Très longtemps, c'est-à-dire que jusqu'à la création du département de la conservation aux Archives nationales, tous ces types de documents relevaient plutôt de la logique administrative, parce que les ateliers étaient du côté des services administratifs. Donc la manière dont ils ont été traités, même à la source, avant même qu'ils soient archivés entre guillemets définitivement, était plutôt proche des factures que des dossiers de traitement des archives scientifiques, etc., etc. À l'inverse, et pardon, je suis trop long, mais à l'inverse, le paradoxe, c'est qu'on a aux Archives nationales une très bonne documentation conservée pour la lecture, enfin pour les archives de la lecture, les archives de la consultation. On pourrait croire que c'est qui sont des archives forcément intéressantes pour
documenter l'histoire de la consultation et de manière très précise. On pourrait croire qu'elles ont été conservées pour des logiques historiographiques en disant bah, tiens, on saura toutes les personnes qui sont venues, etc., etc. Mais en fait, ça a été conservé pour des raisons de contrôle liées à... et ça n'a jamais été échantillonné parce qu'on voulait toujours garder la trace de s'il y avait des documents qui avaient été volés, des documents donc pour des impératifs, c'est très classique dans les archives. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles on conserve, au moins sur une moyenne ou longue durée, ne sont pas les mêmes que celles pour lesquelles on va finalement avoir un usage définitif et si possible scientifique. Bon, voilà. Yann, je vais te couper la parole. Oui. Il faut qu'on avance dans la journée. Même si tout ça, on pourrait en parler pendant des heures, parce que c'est sûr que ça nous parle énormément. Mais Bérénice attend. Et donc, Bérénice, si vous êtes prête,